Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'Arche intérieure. Aujourd'hui, on explore ensemble deux thèmes qui façonnent nos vies, le bonheur et le destin. Installez-vous, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider. On passe quand même une bonne partie de nos vies à chercher le bonheur, consciemment ou pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Une destination finale? Une espèce de liste de cases à cocher? Eh bien justement, Les sources qu'on explore aujourd'hui, elles nous proposent un voyage assez fascinant et parfois un peu déroutant, je dois dire, à travers différentes visions de ce que ça pourrait être une vie pleine. absolument. On va plonger dans des réflexions qui viennent, de la psychologie positive, mais on va aussi bousculer un peu quelques idées reçues, hein. Ah oui? Oui, avec des analyses philosophiques qui convoquent Nietzsche ou Kundera, et puis des perspectives assez directes, disons, sur nos constructions identitaires. D'accord. L'objectif, en fait, c'est de tenter de démêler un peu cet écheveau complexe. Comment on fait pour aspirer au bien-être, sans nier la complexité, parfois le côté tragique de l'existence? C'est un sacré programme. Bon, commençons peut-être par le commencement, ou du moins par ce qui semble le plus accessible. Oui. Une des idées fortes qui ressort, c'est que le bonheur, ça pourrait débuter par un truc assez simple, en fait. Éviter d'être inutilement malheureux. Inutilement malheureux. J'aime bien l'expression. Savoir apprécier quand les choses vont bien, quoi. Même dans l'ordinaire. Oui, c'est ça, la capacité à reconnaître et puis à savourer le bien-être quand il est là, tout simplement. Payer son loyer, pas avoir une rage dedans. Des trucs basiques. Voilà, ça peut sembler banal, mais la prise de conscience de cette absence de malheur, c'est déjà une première marche vers le bonheur, en quelque sorte. Ça paraît évident, et pourtant... Et pourtant, on a du mal. Pourquoi? Est-ce que c'est lié à ce fameux biais de négativité dont parle une des sources? Exactement. Notre cerveau, il est comme programmé pour donner plus d'importance au négatif. L'analogie qui est donnée, celle du cafard dans le bocal de cerise, elle est très parlante. Ah oui. Une seule mauvaise expérience peut contaminer tout le reste, quoi. Alors que l'inverse est rarement vrai. Une cerise sur un tas de cafards, ça change pas grand-chose à notre dégoût. C'est un héritage de nos ancêtres, ça. Une question de survie, en fait. Très probablement, oui. Pour eux, repérer le danger, le prédateur, la menace, c'était vital. Bien sûr. Manquer une occasion de plaisir, c'était moins grave que de manquer un danger mortel. Le souci, c'est que ce cerveau très vigilant, ce cerveau de la savane, il est toujours aux commandes aujourd'hui. Mhm. Mais face à des stress complètement différents, les infos anxiogènes en boucle, la pression sociale, les écrans, il surréagit au négatif, en permanence. D'accord. Et en plus de cette vigilance au négatif, il y a l'habitude. On s'habitue tellement vite au confort. La douche chaude tous les matins, commander à manger en un clic. Ah, ça oui. Une des sources appelle ça l'habituation hédonique. Comment on fait, du coup, pour contrer cette tendance à trouver tout normal, à ne plus savourer? Alors là, la prise de conscience active, c'est vraiment la clé. C'est là que la gratitude devient un outil super puissant. La gratitude. À remarquer ce qui va bien. C'est un antidote direct à l'habituation, en fait. Et ça nous amène aussi à une notion plus profonde qui est évoquée, le bonheur tragique. Bonheur tragique. Ça sonne un peu paradoxal, non? Ça l'est. L'idée, c'est pas de nier les difficultés, les pertes, la souffrance qui fait partie de la vie, hein. D'accord. Le bonheur, dans cette optique-là, c'est pas un état euphorique permanent qui efface le tragique. C'est plutôt une ressource, une force intérieure qu'on cultive malgré le tragique et pour y faire face. Je vois. C'est accepter la complexité de la vie, le clair-obscur. Savoir être heureux quand ça va bien, ça nous donne des forces pour quand ça ira moins bien, tout simplement. Donc, une première piste serait cultiver la conscience du bien-être simple et la gratitude, pour se muscler un peu face aux difficultés inévitables. C'est déjà un sacré changement de perspective par rapport à une autre idée très, très ancrée, celle de lier le bonheur à la réussite. Ah, la fameuse réussite. Oui, une des sources la critique assez férocement d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, réussir sa vie? Ben oui, souvent on évalue ça selon des critères très externes, la carrière, l'argent, le statut. Hmm. Et ça nous met une pression de dingue. Ça génère beaucoup de culpabilité ou un sentiment d'échec si on n'y correspond pas. Et cette pression individuelle, elle fait écho à un truc plus large, non? Une autre analyse parle d'un véritable marché du destin. Oui, c'est ça. C'est une critique assez radicale de la société de consommation en fait. Elle ne vendrait pas seulement des objets, mais des destins clés en main.
C'est-à-dire? Le parcours idéal du manager qui réussit, la transformation personnelle via tel ou tel coaching, le bonheur comme un produit qu'on peut acheter. D'accord. Et tout ça, ça fonctionnerait en créant d'abord un sentiment de manque, d'incomplétude. Ah, il vous manque ça pour être enfin heureux ou accompli. Et c'est là qu'on voit la récupération de la formule de Nietzsche, « Deviens qui tu es », transformée en espèce de slogan pour vendre ses parcours tout faits. Précisément. La formule est complètement détournée pour signifier réalise ton potentiel ou deviens la meilleure version de toi-même. Oui, on entend ça partout? Souvent avec un programme ou un produit à acheter derrière. Et on devient alors, selon cette source, des transitants vers nous-mêmes, toujours en attente de cette vraie vie promise, sans jamais vraiment habiter le présent, quoi. Mais attendez, si ce « deviens qui tu es », ce n'est pas ce joli slogan de développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire vraiment selon cette analyse de Nietzsche? Parce que ça a l'air beaucoup moins confortable, dit comme ça. Ah bah là, c'est carrément moins confortable. L'interprétation qui est présentée dans la source, elle insiste sur le fait que la vie de Nietzsche, c'était tout sauf un chemin bien balisé vers le succès, hein. Ah oui, C'était une vie de lutte, de maladie, d'instabilité, de dépassement douloureux et constant. Son «deviens qui tu es» serait alors une injonction bien plus sombre, plus radicale, celle de s'accepter et de s'intensifier soi-même, y compris dans ses aspects les plus difficiles, sans savoir où ça mène. waouh. Une sorte de sculpture à l'aveugle, dans le chaos, en refusant les modèles imposés. C'est dire non au destin vendu sur catalogue. C'est l'opposé total d'un plan de carrière ou d'un guide du bonheur garanti, quoi. C'est une plongée dans sa propre complexité, même si elle est douloureuse, sans aucune feuille de route. Exactement. C'est une vision qui assume l'incertitude, le danger potentiel, le côté subi et parfois tragique de l'existence. Le destin ici, ça ne s'achète pas, ça advient, souvent dans la douleur et le refus du confort facile. Bon, d'accord. Si ces chemins tout tracés de la réussite ou du destin à acheter sont des leurs, comment on se débrouille alors dans la vie? Une autre source suggère qu'on le fait souvent en endossant un personnage, une sorte de rôle un peu fixe. Pourquoi on fait ça? La peur du vide, principalement. La peur de n'être personne, de ne pas avoir de contour défini. Hmm. Alors on préfère s'identifier à un rôle, même si ce rôle est réducteur ou parfois douloureux. La source donne des exemples très variés, hein. La mère courage qui se sacrifie, le self-made man qui ne doit rien à personne, Oui, mais aussi celui qui se vit toujours comme une victime ou celui qui a besoin d'avoir toujours raison pour exister, par exemple. d'accord. La peur du vide, je vois. Mais est-ce que c'est forcément négatif? On a tous besoin d'une certaine cohérence pour interagir avec les autres, non? Une sorte de profil public, enfin. Absolument, la question n'est pas d'éliminer toute forme de rôle social ou de cohérence, bien sûr. Le problème, il survient quand on s'identifie totalement à ce personnage, quand on croit qu'on est uniquement cela. Ah d'accord. Ce personnage devient alors un filtre qui déforme la réalité pour s'auto-confirmer. L'exemple du père qui ne va pas chercher sa fille en boîte de nuit est assez parlant. La mère y voit un abandon, ce qui confirme son rôle de mère protectrice, inquiète, alors que le père y voit peut-être un acte de confiance, confirmant son rôle de père qui responsabilise. Le même fait nourrit deux personnages complètement différents. Ça rejoint l'idée qu'essayer de se définir soi-même, c'est un peu un piège. Vouloir une étiquette claire, une carte de visite pour être aimé ou accepté, finalement, ça nous enferme. Tout à fait. Se définir, c'est se réduire. L'humain est présenté comme multiple, complexe, changeant. Le personnage, c'est une tentative de figer toute cette richesse, souvent pour se rassurer ou pour rassurer les autres. Et il y a un autre piège qui est lié à ça. Vouloir à tout prix être le bien. C'est-à-dire, Vouloir être quelqu'un de bien. oui, vouloir n'incarner que des qualités jugées positives. Gentil, altruiste, parfait. Cette quête nous coupe de notre ombre, de nos parts moins avouables mais qui sont tout aussi réelles. La colère, la jalousie, l'égoïsme. Notre complexité humaine, quoi. Alors, que faire? Est-ce qu'il faut essayer de détruire ce personnage à tout prix? Ça paraît violent. Non, et c'est un point important selon la source. Tenter de détruire le personnage, ça peut être violent, oui, et nous confronter trop brutalement à ce vide angoissant, à cette liberté totale qui peut faire très peur. L'invitation, ce serait plutôt de le reconnaître, de voir comment il fonctionne en nous, quelles sont ses peurs, ses motivations, de ne plus y croire aveuglément. C'est un chemin vers l'acceptation de soi dans son entièreté, vulnérabilité incluse, accepter qu'on est aussi ça, parfois un peu con, parfois généreux, parfois agressif.
Cette acceptation de notre propre complexité, de nos personnages intérieurs, ça fait écho à une acceptation plus large de la vie elle-même, non Ellie? Une autre source nous emmène du côté de Milan Kundera et de l'insoutenable légèreté de l'être. Exactement. C'est l'idée vertigineuse que nos vies, même celles qui nous semblent les plus chargées de sens ou de conséquences, sont souvent le fruit d'une cascade de hasard complètement dérisoire. Ah oui, la source prend l'exemple d'une rencontre amoureuse qui change une vie. Elle dépend d'un ami qu'on croise par hasard, d'une envie soudaine de chocolat chaud, d'arriver pile à ce moment-là dans ce café précis parce que la seule prise électrique était là. C'est fou quand on y pense. Penser que tout aurait pu être différent à cause de détails insignifiants, oui, ça peut être difficile à supporter. C'est déstabilisant, c'est sûr. On a envie de trouver un sens, une nécessité. C'est humain, non? C'est exactement la tension que Kundera explore selon cette lecture. Face à cette légèreté fondamentale, cette espèce d'absurdité du hasard, il y aurait deux grandes réponses humaines, deux mélodies, comme dit la source. D'accord. Les légers, qui embrassent cette absence de poids, qui jouent à l'éclavie, qui fuient parfois l'engagement, et les lourds, qui cherchent désespérément du sens, une mission, un destin, qui prennent tout très au sérieux pour contrebalancer cette légèreté. Et l'un n'est pas meilleur que l'autre, j'imagine. Non, il ne s'agit pas de jugement moral. Chaque posture a sa beauté et ses risques. La légèreté peut mener à la poésie, mais aussi au vide. La lourdeur donne du sens, mais peut conduire à l'écrasement quand le sens fait défaut. L'important serait de reconnaître sa propre tendance, sa mélodie dominante, et peut-être de réaliser que la vie, elle, ne se prend pas toujours au sérieux, même quand nous, on le fait énormément. C'est fascinant comme perspective. Et ça se connecte de manière assez surprenante à une autre idée. Celle de la gratuité de la vie qui est évoquée ailleurs. Oui, si la vie est un cadeau fondamentalement gratuit, qu'on n'a rien fait pour mériter au départ, alors on n'a pas de dette à rembourser. Ça change tout. Et c'est là que l'idée d'ingratitude prend un sens un peu particulier. Pas au sens négatif habituel. Exactement. Si on suit cette logique, être ingrat, au sens de ne pas se sentir obligé de payer ce cadeau en se conformant à une attente ou un idéal de perfection, ce serait en fait une forme de liberté. D'accord. C'est accepter le cadeau sans chercher désespérément à le mériter. Juste le vivre. Plus facile à dire qu'à faire quand même. Certainement. Mais cette idée de gratuité, elle mène à une autre réflexion assez puissante. Où se trouve la vraie sécurité ? Pas dans l'accumulation de garanties externes, l'argent, le statut, les promesses d'amour éternel, qui sont toujours fragiles en fait. Mais paradoxalement, dans l'acceptation de l'insécurité fondamentale de l'existence, l'amour possible, le changement constant, mettre des illusions, des mensonges, comme les appelle la source, entre nous et cette réalité incertaine, ce serait justement ça qui crée notre angoisse et notre sentiment d'insécurité. Bon, ok. On navigue entre l'absurdité cosmique et l'acceptation radicale. Ça peut sembler un peu vertigineux tout ça. Comment est-ce que les sources nous aident à ramener ça à notre échelle, au jour le jour? Y a-t-il des pistes plus concrètes? Oui, heureusement. On revient à des choses plus pragmatiques. Par exemple, l'importance de l'action simple, même minime, pour contrer l'angoisse ou la rumination. Ah oui. Même sans envie, sans attendre de récompense particulière, sortir marcher, faire une petite tâche ménagère, aider quelqu'un. Le mouvement, l'action, ça empêche de rester figé dans son propre marasme intérieur. C'est le retour aux bases, en quelque sorte, comme l'idée de savourer les moments simples dont on parlait au tout début. Tout à fait. Réapprendre activement à savourer. Pratiquer la gratitude de manière intentionnelle. Le soir, identifier quelques raisons de dire merci pour la journée. Il y a aussi toute une réflexion sur l'acceptation de l'échec. Ne pas le voir comme une catastrophe ou une définition de soi, mais comme une information, un apprentissage. La fameuse citation attribuée à Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », c'est un peu ça? Ou l'idée d'échouer mieux? Exactement ça. Intégrer que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Et ça vaut aussi pour la confiance en soi. Elle ne se construit pas en évitant les difficultés, mais en s'y confrontant. D'accord. L'exemple du chant dans le métro est un peu extrême, c'est vrai, mais il illustre bien l'idée. Oser affronter la peur du jugement ou de l'échec pour réaliser que l'enjeu n'est souvent pas si dramatique qu'on l'imagine. Se muscler par l'action, donc, pas seulement par la réflexion. Et se détacher un peu du regard des autres, aussi, j'imagine. Oui, c'est un thème qui revient souvent. Réaliser qu'on est souvent beaucoup moins jugé qu'on ne le croit. Les autres sont aussi très occupés par leur propre vie. C'est vrai. Et accepter qu'une part de désapprobation est inévitable. C'est un peu le loyer de la vie sociale, comme le dit une source. On ne peut pas plaire à tout le monde, et vouloir le faire à tout prix, c'est épuisant et aliénant.
Au final, après toutes ces explorations assez profondes, il y a un conseil qui revient et qui semble presque trop simple. Fais de ton mieux. Simple, oui, mais pas simpliste. C'est une invitation à l'action, à l'engagement, mais sans cette pression écrasante de la perfection ou du résultat garanti à tout prix. Essayer avec ses moyens du moment, c'est déjà énorme en fait. Alors, si on tente de tisser un peu ensemble tous ces fils, on a vu que le bonheur, il pourrait résider davantage dans l'appréciation consciente du présent, de l'ordinaire, plutôt que dans la quête effrénée d'une réussite externe ou d'un destin idéal. Mhm. On a exploré la nécessité de questionner un peu les modèles de vie tout faits qu'on nous propose et l'importance de reconnaître nos propres personnages intérieurs sans pour autant s'y enfermer. Oui, les voir pour ce qu'ils sont. Et puis, cette idée d'embrasser l'incertitude, la légèreté parfois un peu absurde de la vie, et d'accepter notre propre complexité, ombre incluse. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion, une invitation pour chacun. Et si la véritable liberté, finalement, ce n'était pas d'atteindre un état final et parfait, le bonheur absolu, la réussite totale, l'authenticité pure, mais plutôt d'apprendre à danser. À danser, Oui, une danse constante et fluide. Une danse entre d'un côté les contraintes et les opportunités du monde, de l'autre l'incertitude fondamentale de notre condition, et puis aussi la reconnaissance lucide sans jugement excessif de notre nature humaine, si complexe, si changeante, si riche en contradictions. Une danse pour rester en mouvement, tout simplement. l'arche intérieure, l'essentiel est en vous. Oserez-vous lui donner voix? Prenons le temps d'une conversation pour découvrir comment L'arche.intérieur.thérapie@gmail.com